C'est ça. Euh, c'est vraiment cette angoisse comme ça de se dire qu'on va être en chirurgie du rachis. Euh, c'est un peu ça, hein, Stéphane. Ouais. Euh, je vois Fabienne Chanson aussi. Bonjour Fabienne, avec qui j'ai travaillé au CHUV et puis qui a des souvenirs, je pense, qui doit avoir des souvenirs aussi du temps passé en chirurgie de la colonne. Pas que des bons souvenirs probablement, mais enfin, moi aussi. Bon. Donc c'est vrai que si je peux déjà par cette présentation vous diminuer vos taux de stress quand les gens viennent en chirurgie de la colonne, ça sera déjà pas mal. Donc on va essayer de pas trop faire long parce qu'il faut pas non plus que vous soyez privés des bains. Mais donc on va commencer par un rappel anatomique juste pour vous expliquer un petit peu le concept d'une colonne vertébrale. Donc il faut imaginer que la colonne vertébrale, vous avez trois parties, donc une partie cervicale, une partie thoracique et une partie lombaire. Donc cette colonne, elle est censée être dans cette conformation-là. C'est-à-dire que vous avez une courbure qu'on appelle une lordose au niveau lombaire, qui est une courbure comme ça. Après, vous avez une courbure thoracique qui est une courbure en kyphose, et de nouveau une courbure cervicale en lordose. Alors théoriquement, ça devrait être comme ça. C'est pas toujours comme ça. C'est pour ça que des fois il y a des problématiques de scoliose, de dégénération de la colonne, qui fait qu'on perd cette conformation au niveau de la colonne, et puis qu'on a des problèmes qui peuvent se mettre en place. Par rapport à une vertèbre, vous avez chaque niveau de la colonne où il y a des vertèbres qui sont différentes, avec une anatomie différente. Vous avez le corps vertébral qui est en avant, qui est cette partie ici, et vous avez la partie postérieure où toutes les vertèbres sont reliées entre elles par des articulations, et puis qui sont situées à cet endroit-là, de chaque côté, et la partie postérieure qu'on appelle les épineuses, qui sont cette partie que vous sentez au milieu de votre dos quand vous appuyez sur le dos, sur la partie médiane du dos. Et puis ces deux parties, donc le corps et la partie postérieure des articulations, sont reliées par les pédicules, qui sont des espèces de ponts, qui font le lien entre cette partie postérieure et la partie antérieure. Et à l'intérieur, vous avez un canal où il y a les nerfs qui passent à l'intérieur, pour faire simple. Ça, c'est important pour après comprendre les concepts de la chirurgie de la colonne, pour comprendre ce qu'on fait un petit peu au quotidien. Donc, par rapport à l'anatomie de la colonne, donc ça, c'est juste pour vous illustrer quoi, que si vous prenez une colonne au niveau lombaire, au niveau thoracique ou au niveau cervical, l'anatomie des vertèbres est complètement différente au niveau cervical, thoracique ou lombaire. L'inclinaison des articulations est différente. Au niveau cervical, c'est une anatomie complètement différente. Donc les choses varient énormément suivant où vous êtes par rapport à la localisation. Vous avez toutes ces vertèbres, donc cette partie osseuse, hein, parce que là on a parlé de la partie osseuse, est reliée par des ligaments, donc toute la colonne tient sur des ligaments. Un des ligaments qui est fondamental dans les pathologies de la colonne, c'est le ligament jaune qu'on retrouve ici au niveau postérieur, et puis qui est juste en arrière du canal rachidien où il y a les nerfs qui passent, et on verra que ce ligament peut, avec le temps, poser des problèmes sur le plan pathologique. Vous avez aussi, entre les vertèbres, ce qu'on appelle des disques, donc c'est comme des coussins qui amortissent les vertèbres entre elles, et qui a une partie très molle à l'intérieur, donc qu'on voit ici, et une partie beaucoup plus dure en périphérie, ce qui permet d'avoir vraiment ce concept d'amortissement au niveau de la colonne, pour que vous ayez un moyen qui est quand même une colonne qui soit pas rigide, mais qui soit quand même un peu souple et qui soit mobile. Là aussi, on verra qu'avec le temps, avec les problématiques qui peuvent avoir lieu au niveau dégénératif de la colonne, vous pouvez avoir des problèmes qui s'installent au niveau du disque et qui vont poser des problèmes pathologiques. Vous avez ici à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, la moelle épinière. La moelle épinière, c'est une espèce de cordon qui vient depuis le cerveau et qui distribue en fait l'information nerveuse à tous les niveaux du corps. Donc chaque niveau, il y a des nerfs qui sortent de cette moelle épinière. Et la moelle épinière se termine à peu près au niveau de la première vertèbre lombaire. Et après, il n'y a plus que des nerfs qui descendent à l'intérieur du cône médulaire ici, qui s'arrête ici. Et puis après, vous avez la queue de cheval, ce qu'on appelle la queue de cheval, qui descend à l'intérieur du canal, avec des nerfs qui sortent à l'intérieur.
Vous avez chaque partie du corps, pour faire simple, qui, suivant quelle partie du corps vous touchez, ça correspond à une racine, donc un nerf qui sort au niveau de la colonne et qui innerve une partie du corps, que ce soit sur le plan moteur ou que ce soit sur le plan sensitif au niveau du corps humain. Donc ça vous permet de pouvoir déjà savoir si quelqu'un vous dit qu'il a mal dans un territoire bien précis, nous ça nous permet de savoir, de se dire c'est plutôt la racine L5, là plutôt la racine S1, plutôt la racine L4. Donc ça permet déjà de faire, d'avoir une idée de la problématique neurologique. Les pathologies du rachis, vous avez plusieurs types de pathologies, c'est assez vaste comme chose. Vous avez une partie dégénérative qui est la grosse partie des pathologies de la colonne, où il y a tout ce qui est hernie discale, canal lombaire étroit, instabilité de la colonne, des difformités de scoliose de la colonne, tout ce qui est la partie traumatique, avec toutes les fractures que vous pouvez avoir, des fractures aussi ostéoporotiques, sans qu'il y ait forcément de traumatisme. Avec le temps, vous avez l'os qui se fragilise et les gens peuvent avoir des fractures spontanément. Vous avez toute la partie oncologique, où vous pouvez avoir des lésions métastatiques ou des tumeurs primaires de la colonne vertébrale, et toute une partie infectieuse, où vous pouvez avoir une infection directement au niveau de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça, parce que ce ne serait pas possible, mais on va parler plus ou moins des problèmes dégénératifs, et puis, pour que vous puissiez comprendre un peu les concepts de base. Vous avez 3 familles d'indications chirurgicales au niveau de la chirurgie de la colonne. Vous avez tout ce qui est compression neurologique, tout ce qui est instabilité de la colonne et tout ce qui est douleur. Donc il faut imaginer que les gens ils peuvent avoir une problématique qui va conduire à une compression d'un nerf. Compression d'un nerf va faire une douleur sur le territoire du nerf qui est comprimé. Vous pouvez avoir une atteinte de la colonne qui va conduire directement à une instabilité de la colonne, c'est-à-dire que la colonne va plus rester dans la conformation dans laquelle elle est censée être, et ça va créer une instabilité qui va créer des problèmes douloureux ou des compressions neurologiques. Et vous pouvez avoir des douleurs sur les articulations, sur les disques, sur des déformités de la colonne qui peuvent faire des problèmes mixtes de douleurs neurologiques, de douleurs de la colonne. Tout ce qui est compression neurologique, c'est assez facile. Chirurgicalement, il suffit qu'on enlève la compression pour enlever la douleur. Donc ça, c'est en général des choses qui répondent bien au traitement chirurgical. Au niveau de la fracture, là aussi, les fractures, on stabilise la fracture. Donc en général, c'est aussi assez facile. Toute la problématique vient plutôt dans les troubles dégénératifs, où là, les indications sont un tout petit peu plus compliquées parce que ça se mélange, c'est un mélange d'arthrose, de dégénération des disques, de déformité de la colonne qui fait que la problématique douloureuse est des fois beaucoup plus difficile à traiter parce que beaucoup plus complexe. Vous avez tous des processus dégénératifs, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut imaginer que durant le courant de la vie, vous allez avoir tous des processus dégénératifs qui vont se mettre en place et qui vont conduire à des problèmes au niveau des disques, qui vont moins faire leur travail que ce qui était fait dans la jeunesse, des problèmes d'articulation de la colonne, qui vont aussi se dégénérer, c'est simplement de l'arthrose, ça veut dire qu'elles vont devenir plus grosses, plus volumineuses, elles vont faire plus mal, elles vont s'inflammer, et vous pouvez avoir des problématiques de disques qui conduisent à des protrusions du disque, et qui font typiquement des hernies discales, on verra un peu plus en détail après. Si on prend une pathologie assez classique, par exemple le canal lombaire étroit, c'est quoi? C'est simplement, il faut imaginer que le canal rachidien, vous le voyez ici, c'est ça à l'intérieur, comme je vous ai montré sur le schéma avant. Ici, vous avez les vertèbres, entre les vertèbres, vous avez les disques, et puis ici, vous avez les nerfs qui passent à l'intérieur. Ça, c'est une coupe qui est vue depuis le côté, donc il faut imaginer que l'abdomen est là, le dos, il est ici, donc la peau du dos est ici, et puis, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Et là, le canal, il est là. Et tout ce qui est, vous voyez normalement les nerfs, le canal rachidien, il est large comme ça. Tout ce qui est blanc, c'est du liquide. Et tout ce qui est noir, c'est des nerfs. Et là, vous voyez que tout est un peu complètement comprimé. Ça, c'est ce qu'on appelle un canal lombaire étroit qui peut arriver avec le temps par le fait que le disque fasse une protrusion. L'articulation devient plus grosse. Tout ça rétrécit et fait que les nerfs, ils n'arrivent plus à passer. Donc, c'est comme un court-circuit. C'est comme si vous prenez un câble et puis vous le serrez à un endroit. L'influx, l'électricité va moins bien passer. C'est pareil au niveau de la colonne, les choses vont moins bien passer. Ça va conduire à des difficultés, à des douleurs dans les jambes, à typiquement des gens qui vont avoir de la peine à marcher, ils vont devoir marcher quelques mètres, après ils vont devoir s'arrêter
parce que les douleurs deviennent trop importantes au niveau des jambes. C'est typiquement des gens qui vont avoir des douleurs quand ils vont devoir se pencher, ils vont devoir se soulager en se penchant en avant. Et c'est des pathologies qui sont souvent liées à une problématique dégénérative, donc qui arrive avec l'âge, donc à peu près à 50 ans et plus, ça commence à se mettre en place. Là, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez avoir différentes parties au niveau du canal rachidien qui peuvent faire une sténose. Vous pouvez avoir une partie centrale, une partie médiane, une partie au niveau du foramen. C'est différents endroits de la colonne qui peuvent conduire à des compressions neurologiques au niveau du canal. Typiquement, vous voyez, c'est ces gens qui vont avoir des difficultés à marcher, qui vont devoir se pencher en avant. C'est des gens qui vont décrire que quand ils marchent, par exemple, pour aller à la Migros, ils vont devoir se pencher sur le caddie pour se soulager. Pourquoi? Parce que ça ouvre le canal. En se penchant en avant, les gens vont essayer d'ouvrir leur canal rachidien pour refaire de la place. Au niveau de la classification, juste, c'est par chauvinisme pur que j'ai mis ça, c'est juste pour vous montrer que c'est une classification qui a été qui est largement actuellement utilisée dans le monde entier et qui a été faite par le professeur Tizas qui est à Lausanne. Donc voilà, c'est la classification de Lausanne. Donc elle est, disons que ça vaut la peine de le souligner, que vous sachiez que cette classification a été faite chez nous. Donc vous avez différents types de canal. Vous avez un aspect normal, c'est-à-dire où il y a du liquide autour de tous les petits nerfs, et ça va jusqu'au degré le plus sévère possible, où il y a tout qui est complètement comprimé, plus rien ne passe à l'intérieur du canal. Donc vous avez différents stades de sténose du canal rachidien. Les techniques chirurgicales qu'on a pour ce genre de pathologie, vous avez des techniques qui sont, disons, un peu plus anciennes, qu'on appelle les laminectomies. Ça correspond à quoi? Là, il faut imaginer que ça, c'est l'arrière de la vertèbre, donc ça, c'est l'épineuse de la vertèbre. Ici, vous avez ce qu'on appelle les lames, qui sont des parties osseuses qui ont aucune incidence sur la stabilité de la colonne. Ici, vous avez les articulations de chaque côté, le corps vertébral en avant, et le canal rachidien ici, le ligament jaune qui est cette partie ici en arrière. Ce ligament jaune, c'est ça qui s'hypertrophie avec le temps et qui va faire que le canal va avoir moins de place et les nerfs vont avoir moins de place à l'intérieur. Ici, c'est la musculature. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on écartait la musculature de chaque côté. On effectue une décompression directement postérieure, donc c'est-à-dire qu'on enlevait toute la partie postérieure, les épineuses, les lames, pour accéder au canal qui est ici. Et puis, on enlève le ligament, on enlève un tout petit peu d'articulation, mais pas trop pour pas déstabiliser la colonne, parce que les articulations, c'est ce qui, comme des plots les uns sur les autres, c'est ce qui maintient la colonne vertébrale les vertèbres les unes sur les autres. Et puis, ça refait de la place au canal. Ça, on le faisait à l'époque. Maintenant, on le fait beaucoup moins. Maintenant, on fait une décompression souvent unilatérale, où on enlève la partie de la lame qui vient de disparaître ici. On enlève le ligament jaune d'un côté, et puis par la même technique, donc par le même côté, on arrive à décomprimer l'autre côté avec des manipulations de la table opératoire. C'est pour ça que des fois on vous demande de faire un tilt de la table opératoire quand on a fini de décomprimer un côté, parce qu'il faut imaginer que si vous tournez la table d'un côté, ça nous permet avec le microscope de se pencher et puis d'accéder directement du même côté, de l'autre côté, pour faire une décompression. Donc c'est pour ça que parfois on vous demande de tilter la table à un moment donné pendant une opération de ce type-là, c'est pour aller décomprimer l'autre côté. Ça permet quoi? Ça permet de préserver toute la partie de l'autre côté, c'est-à-dire d'être moins agressif sur la musculature de l'autre côté, d'être moins agressif sur l'articulation de l'autre côté, de créer moins d'inflammation au niveau de l'articulation de l'autre côté, de préserver l'épine centrale qui quand même apparemment joue un rôle dans la stabilité de la colonne avec un ligament inter entre les épineuses. Donc ça préserve quand même une certaine stabilité par rapport à une laminectomie classique. Après, il n'y a pas de choses justes, il n'y a pas de choses fausses. Il y a certaines situations où vous pouvez continuer à faire des laminectomies parce que la sévérité du canal s'y prête. Mais si on arrive, en général, on fait plutôt cette technique-là, actuellement. Là, c'est juste pour vous illustrer ça. Maintenant, on peut le faire par des techniques, ce qu'on appelle minimal invasif. Oui, bien sûr.
En général, on choisit le côté où les gens sont le plus symptomatiques. C'est-à-dire que si les gens ont les douleurs des deux côtés des jambes, bah, en général, par principe, on fait par la gauche. Après, si les gens disent qu'ils ont plus mal dans la jambe droite ou dans la jambe gauche, on choisit en général le côté où les gens ont le plus de douleurs dans les jambes. Au niveau des techniques, maintenant on utilise ces systèmes de tubes que vous avez peut-être déjà vus, où ça nous permet de créer un couloir en étant beaucoup moins agressif sur la musculature, en dilatant la musculature, et puis de faire, d'arriver à cet endroit-là, donc cette vision ici, où on voit un peu de cette lame, donc c'est cette partie ici. La partie ici à l'intérieur, où il y a le ligament, on fait une petite fenêtre dans la lame, on décomprime le ligament, et puis on accède directement au canal rachidien ici, à la dure mère, que vous avez peut-être déjà vu quand vous voyez ce genre d'opération. Et puis après, typiquement, on fait ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'on tilte la table d'un côté pour accéder à l'autre côté et décomprimer le côté par la même technique, en courbant le tube pour pouvoir vraiment se mettre dans une conformation qui nous permet de décomprimer la partie contralatérale en crossover, comme on appelle. Ici, c'est une vision opératoire. Je sais pas si tu arrives à la lancer, Stéphane, la vidéo. Voilà. Alors, bon, c'est en rapide. On n'opère pas aussi vite que ça. Enfin, ça se saurait si la chirurgie du rachis était aussi rapide que ça. Donc, on décomprime. Donc là, c'est la lame. Avec une fraise, on enlève la lame. On enlève avec ce qu'on appelle le Garrison. Donc, c'est cette pince où on enlève le reste de l'os pour accéder au ligament le ligament jaune, qui est jaune en fait. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est assez facile. Et puis, il y a ce ligament qui apparaît ici. Ça saigne un peu. Et puis là, on enlève le ligament. Donc là, on est en train d'enlever le ligament. En dessous du ligament, il y a de la graisse qui entoure le sac où il y a les nerfs à l'intérieur. Donc là, ce qu'on voit apparaître, c'est la dure mère. Donc c'est le sac dural où il y a les nerfs à l'intérieur. Donc on voit pas les nerfs, c'est dans un sac qui est assez mou. Donc heureusement, au niveau lombaire, parce qu'il y a la plupart des pathologies, on n'a pas de moelle épinière. Donc ça veut dire qu'on est assez libre dans la manipulation qu'on peut avoir au niveau du sac où il y a les nerfs à l'intérieur, parce qu'on peut se permettre de le mobiliser assez facilement. Ce qui n'est pas du tout le cas au niveau cervical, au niveau thoracique, où on peut pas du tout bouger la moelle épinière sans avoir de gros problèmes neurologiques qui peuvent subvenir. Donc là, on est en train d'enlever le ligament qui comprime vraiment le canal. Il est décubitus ventral. Ouais. Non, c'est égal. Donc là, on enlève le ligament. Tu peux avancer un petit peu, Stéphane, si t'arrives. Comme ça, on gagne du temps. Donc là, on arrive à la partie latérale où c'est tout décomprimé. Le nerf, il apparaît ici, le nerf latéralement. Après là, la table a été tiltée et puis on commence à décomprimer le côté contralatéral par rapport à l'épineuse qui est à peu près ici. Puis là, avec la fraise, on passe sous l'épineuse, on fraise la partie de la lame contralatérale pour aller décomprimer l'autre côté du canal.
Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer. C'est souvent le ligament jaune, c'est souvent l'articulation. Il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir le ligament jaune qui devient hypertrophié, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus gros, puis il laisse de moins en moins de place au canal. Vous pouvez avoir de l'arthrose au niveau des articulations qui font ce qu'on appelle des ostéophytes, c'est-à-dire des excroissances d'os qui compriment aussi le canal. Vous pouvez avoir une instabilité d'une articulation qui fait un kyste, donc il peut y avoir un kyste qui se forme au niveau de l'articulation qui va aussi comprimer le canal. Donc c'est plein de processus dégénératifs qui peuvent participer à ça. L'hernie discale, donc ça c'est une des pathologies les plus fréquentes qu'on peut avoir. Donc c'est quoi? Ça veut dire que vous avez cette partie au niveau du noyau. Le disque, comme je vous ai expliqué, a une partie solide à l'extérieur et une partie complètement molle, on va dire, à l'intérieur. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une insuffisance de cette partie solide à l'extérieur du disque avec le temps. Il peut y avoir une fissure qui se fait à l'intérieur de cet anneau fibreux autour, ce qui permet à cette partie molle, il suffit d'avoir un faux mouvement, il suffit d'avoir une pression, de soulever quelque chose de lourd. Et si vous avez une faiblesse de cette partie fibreuse postérieure, bah vous pouvez avoir cette partie molle qui va faire une protrusion à l'extérieur et qui va appuyer sur le nerf qui sort ici. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une hernie discale. L'hernie discale, bah, ça dépend quel nerf elle comprime. Suivant quel nerf elle comprime, elle va faire typiquement ces douleurs sciatiques, lombosciatalgie qu'on appelle, qui va irradier dans une jambe ou dans l'autre, suivant le côté où la compression va se faire. Le plus souvent, c'est des pathologies lombaires, parce que c'est souvent au niveau L4, L5, L5S1, donc quand les dernières vertèbres lombaires, parce que c'est celles-ci qui prennent toute la charge axiale de la colonne, donc c'est souvent celles-ci qui sont le plus touchées. Et puis, ce qu'il faut surveiller, c'est toujours si les gens ont des problèmes de perte de force soudaine ou des problèmes pour aller uriner ou aller à selle. Donc c'est toujours des choses qui sont des urgences, je dirais, chirurgicales, si les gens ont des gros déficits de force ou des problèmes pour aller aux toilettes. Ça, c'est des pathologies qui sont souvent chez des gens plus jeunes, entre 20 et 50 ans, par rapport au canal lombaire étroit, qui est une pathologie plus dégénérative. L'hernie discale, ça peut même subvenir chez des gens de 20 ans. Il y a quand même passablement de gens. Il y a 80% des gens qui vont avoir mal au dos durant leur vie. Donc c'est une grosse partie de la population quand même. Là, vous pouvez avoir différents types d'hernie discale. Vous pouvez avoir une hernie discale au niveau médiane, vous pouvez avoir une hernie discale au niveau paramédiane, c'est-à-dire au niveau du foramen, et vous pouvez avoir une hernie discale beaucoup plus latérale, donc ça veut dire en extraforaminal, à l'extérieur du foramen. Ça doit aller là. Ici, typiquement, vous voyez, ça c'est le sacrum ici, ça c'est la dernière vertèbre lombaire. Vous avez cette boule ici qui se forme à l'extérieur du canal. Et puis, on voit qu'il appuie ici, donc c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, ici, il y a le nerf du côté gauche qui est tout à fait libre, et le nerf à droite qui est comprimé. Donc là, entre la cinquième vertèbre lombaire, la première vertèbre du sacrum, vous aurez une compression à droite, par exemple ici, donc ça c'est la droite, ça c'est la gauche, et qui va faire une douleur dans la jambe droite, typiquement dans le territoire du nerf S1, qui sort entre la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre du sacrum. On va rentrer dans les détails. Là, vous avez typiquement une hernie discale extraforaminale, c'est-à-dire pas au niveau du canal rachidien, qui est assez libre, mais qui est à l'extérieur du canal, et qu'on doit aborder souvent par un abord beaucoup plus latéral pour y accéder qu'un abord central, comme on fait classiquement. Les traitements, en général, on essaye de faire un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les gens puissent avoir une bonne antalgie, de la physiothérapie, éventuellement des infiltrations de cortisone directement au niveau des nerfs. Et puis en général, on attend 6 à 12 semaines de traitement conservateur avant d'envisager ou d'avoir en tout cas une prise en charge neurochirurgicale, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 60% des gens qui ont une hernie discale qui, au bout de 6 à 8 semaines avec un traitement conservateur, va pouvoir résorber son hernie. Parce qu'il faut imaginer qu'une hernie discale, c'est un corps étranger. Et puis le corps, il va essayer de s'en débarrasser de toutes les manières. Donc il y a une bonne partie des gens sous traitement conservateur qui finalement vont résorber leur hernie et ne plus avoir de douleur au bout de 6 à 8 semaines de traitement. S'il y a un échec de traitement conservateur, c'est après qu'on envisage une chirurgie dans les cas où les gens ont simplement des problématiques douloureuses.
C'est clair que s'il y a des signes d'urgence, à ce moment-là, c'est des prises en charge en urgence. Si les gens, ils ont une faiblesse de force importante, s'ils ont une atteinte de la queue de cheval qui va faire des problèmes pour aller aux toilettes, tout ça, c'est des choses qui nécessitent des prises en charge en urgence pour essayer de récupérer au maximum du problème neurologique. Puis bien sûr, si les gens ils doivent être hospitalisés parce qu'ils ont des telles douleurs que même sous traitement de morphine, on n'arrive pas à les soulager, ça c'est aussi une indication à faire quelque chose de chirurgical rapidement. Traitement conservateur, vous avez plein de types de traitements conservateurs qui peuvent être entrepris. Hein. Là, vous voyez, vous aviez une grosse hernie. Après, vous pouvez avoir des résorptions de l'hernie. Là, il y avait un gros fragment d'hernie discale ici, qu'on voyait tout ici. Et puis là, vous avez quasiment plus rien. Donc, il y a une hernie qui s'est quasiment résorbée avec une cicatrice qui peut se faire. Les techniques, elles sont à peu près comme celles que je vous ai montrées, donc des techniques souvent maintenant minimal invasifs, donc à travers un petit tube, donc c'est une incision d'à peu près 2 mm. C'est un tube qui mesure à peu près 22 mm, ce tube qu'on utilise pour accéder à l'endroit où il y a le canal. On fait une petite fenêtre dans la lame comme pour un canal étroit, hein, donc c'est à peu près toujours la même chose au niveau de cet abord, pour accéder à l'endroit où il y a l'hernie discale qui sort, pour pouvoir l'enlever. Les récidives d'hernie discale, c'est à peu près 10% des gens. Donc à peu près 10% des gens qui ont une hernie discale vont avoir une hernie discale à un moment donné ou à un autre. En général, quand il y a une deuxième récidive d'hernie discale, on réopère une hernie discale de la même manière. Par contre, s'il y a commencé à avoir plusieurs hernies discales au même endroit, à ce moment-là, ça signe que probablement la personne a une instabilité du segment qui crée à la chaîne des hernies discales, puis à ce moment-là, on envisage de fixer la colonne, c'est-à-dire de faire une fixation de la colonne pour stabiliser le segment en même temps que la décompression de la colonne vertébrale. Les processus dégénératifs, ils peuvent conduire à ça, ce qu'on appelle un spondylolisthésis. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez typiquement, des fois on parle de spondylolisthésis, ça veut dire que simplement il y a une vertèbre qui par rapport à une autre vertèbre glisse. C'est-à-dire que normalement vous avez les deux vertèbres qui sont alignées comme ça, et puis là, vous voyez qu'il y a cette vertèbre-là par rapport à celle-là, où il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité du segment. Et ça peut créer une compression du nerf qui sort ici à l'intérieur, et ça fait une douleur que les gens peuvent ressentir aussi dans les jambes, avec sur l'instabilité mécanique du segment. Ça se classe, hein, il y a différents grades de spondylolisthésis, donc il y a des grades. Non, ça c'est normal, ça c'est le grade 2, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Et ça va jusqu'au grade 4, voire 5, où il y a une instabilité complète du segment. Les causes, elles sont multiples, hein, principalement dégénératives. Vous pouvez avoir des problèmes congénitales, vous pouvez avoir des problèmes iatrogéniques, c'est-à-dire que n'importe quelle chirurgie de décompression peut conduire à une instabilité de la colonne. Si on est trop agressif au niveau des articulations de la colonne, on peut créer un spondylolisthésis. Vous pouvez avoir des atteintes traumatiques, tumorales, qui peuvent créer une instabilité de la colonne. Tout ça conduit à cette instabilité qui conduit à une indication chirurgicale. Typiquement, ces chirurgies que vous voyez souvent, nous voyez souvent faire, qui est ce qu'on appelle une spondylodèse, c'est-à-dire une fixation postérieure avec remplacement du disque intervertébral pour mettre en place une cage à l'intérieur pour stabiliser complètement ce segment qui est instable. Alors c'est là où ça se gâte, et c'est là où en général c'est un grand flou, c'est-à-dire PLIF, TIF, LLIF, XLIF, OLIF, ALIF. Ça c'est en général ce que vous voyez sur nos feuilles qu'on écrit puis que vous savez pas trop de quoi on parle. En gros, c'est l'abord chirurgical. Il faut imaginer qu'on a créé tout plein de techniques pour faire la même chose, parce que fondamentalement on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on veut faire quoi? On veut mettre une cage à l'intérieur du disque, décomprimer la racine qui est comprimée, bloquer l'instabilité avec des vis. D'accord? Donc, vous avez différents abords. L'abord postérieur, c'est ce qu'on appelle le PLIF, qui est un abord directement postérieur, comme on va voir ici, où on fait, je vais vous montrer ça plus rapidement, voilà. Là, après Max, il pourra vous montrer peut-être les vis. Hein. Donc les vis postérieurement, on les met dans le pédicule, c'est-à-dire on les met dans ces ponts que je vous avais expliqué, qui fait le lien entre la partie postérieure de l'articulation et le corps vertébral. Donc en fait, on fait une fixation à travers ces ponts osseux jusque dans la vertèbre pour stabiliser le segment
le segment, les deux vertèbres entre elles pour bloquer l'instabilité. Le PLIF, donc postérieur lombar interbody fusion, ça veut dire ça, hein, de manière un peu complexe. En fait, c'est quoi? Ça veut dire qu'on fait typiquement une laminectomie, donc ce que je vous avais expliqué au début pour un canal lombaire étroit. Donc là encore, hein, on continue à faire toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on décomprime le canal postérieurement pour accéder au canal et on met dans les PLIF 2 cages bilatéralement pour former un support antérieur à la vertèbre, en plus des vis qu'on va mettre postérieurement dans les pédicules de chaque côté. Le TLIF, c'est ce qui est fait maintenant de manière de plus en plus courante. Le PLIF se fait beaucoup moins parce que le PLIF nécessite une décompression de tout le canal, une laminectomie, donc avec des risques de saignement, des risques de lésions neurologiques qui est un peu plus importante qu'avec un TLIF, où le TLIF, on met une cage directement depuis latéralement. Donc le TLIF, on fait uniquement une ouverture et on enlève l'articulation et on passe par le côté pour aller mettre une cage qu'on tourne à l'intérieur du disque pour faire un appui antérieur. Donc on enlève typiquement cette articulation qui est ici, comparé au PLIF où on doit enlever toute la partie médiane ici pour accéder au disque qui est là en arrière. Ici on fait une atteinte uniquement latérale, ce qui est beaucoup moins invasif et beaucoup moins risqué sur le plan du canal rachidien en soi, qui limite aussi le risque d'hématome après la chirurgie, et qui permet de pouvoir mettre une cage en travers comme ça qui a à peu près la même stabilité, je dirais, que les cages de PLIF. Donc ça, c'est typiquement un résultat chirurgical de 2 niveaux de fusion qu'on a fait à l'hôpital de Morges. Vous voyez les cages en avant qu'on a mis ici en travers depuis le côté, et puis un vissage postérieur avec des vis sur 3 niveaux. Donc la différence entre les deux, c'est technique. On va pas rentrer dans les détails. C'est des choses qui sont un peu plus complexes. Il y a des choses qui se prêtent plus à faire un TLIF, des choses qui se prêtent plus à faire un PLIF. En gros, il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que les choses sont un peu similaires. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre une cage en avant à la place du disque et de fixer postérieurement pour bloquer l'instabilité. Après, il y a différentes choses qui nous font faire plutôt des TLIF ou plutôt des PLIF. Mais après, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Après, vous avez l'ALIF. L'ALIF, c'est une prise en charge antérieure. C'est-à-dire que on met une cage par devant. C'est-à-dire qu'on enlève le disque. Au lieu d'enlever le disque par derrière, c'est-à-dire de passer par ici pour aller nettoyer le disque et mettre cette cage, là, on va directement par un abord ventral. Donc, on écarte tout le péritoine où il y a les intestins à l'intérieur, on le récline sur le côté pour accéder à cet endroit ici où il y a le disque directement en avant. Ça nous permet d'enlever le disque et de mettre une cage à l'intérieur. C'est une vision qui est à peu près comme ça, où on arrive en fait à mettre une cage au niveau du segment. On le fait souvent pour le segment inférieur, c'est-à-dire au niveau entre la 5e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre du sacrum. Pourquoi on fait ça à ce niveau-là et pas à tous les autres niveaux? Simplement pour faire simple, à ce niveau-là, on peut passer entre les artères et les veines iliaques, qui sont les gros vaisseaux qui viennent depuis l'aorte. Donc le gros vaisseau qui descend, le gros tuyau vasculaire qui descend depuis le haut, et puis on arrive à passer entre les deux. Si on veut faire des abords plus hauts au niveau de la colonne, vous voyez qu'on est directement au niveau de l'aorte ou au niveau de la bifurcation des vaisseaux. Puis là, on arrive dans des choses qui sont très compliquées parce qu'il faut désinsérer complètement l'aorte et puis on prend des risques vasculaires qui sont extrêmement importants. Donc souvent, l'ALIF est fait pour une chirurgie au niveau du dernier disque intervertébral parce qu'on peut passer entre les vaisseaux iliaques de chaque côté de manière assez sécuritaire. Il peut y avoir des grosses variations anatomiques qui rendent les choses beaucoup plus difficiles. Vous pouvez avoir des vaisseaux qui passent d'une manière ou d'une autre, vous pouvez avoir des nerfs qui passent à cet endroit-là. Tout ça peut rendre les choses très compliquées. L'avantage, je dirais, de l'ALIF, c'est que vous puissiez mettre une cage, une grosse cage. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut rétablir de manière extrêmement optimale la conformation d'une colonne, le fait de mettre une grosse cage à l'intérieur du disque va nous permettre d'avoir un gros support pour rétablir la conformation de la colonne. Par rapport à un abord postérieur où on est limité par la grosseur de la cage qu'on peut mettre,
parce qu'il y a toute la structure, des structures nerveuses qui nous empêchent de mettre une grosse cage comme en avant, où finalement on est directement en face du disque, et puis boum, on met une grosse cage à l'intérieur qui prend toute la place, qui prend toute la surface. L'X-Leaf, ça c'est quelque chose qui est assez récent, hein, qu'on fait de plus en plus. C'est une chose assez élégante aussi pour mettre une cage. On passe par le côté, c'est-à-dire qu'on met les patients. Alors la leaf, on le met en décubitus dorsal, hein, évidemment, si on veut passer par l'abdomen. Et puis l'X-Leaf, on passe par le côté, donc on le met en décubitus latéral. Donc le décubitus latéral nous permet par une petite incision ici d'avoir accès à plusieurs niveaux de disques pour pouvoir mettre une cage à l'intérieur. Là aussi, ça nous permet d'éviter toutes les structures neurologiques postérieures et puis de pouvoir mettre des cages relativement grosses pour pouvoir rétablir un parallélisme de la colonne. Parce que finalement, c'est ça qui est important, c'est de rétablir une bonne conformation de la colonne. La contrariété de cet abord, c'est qu'on est sur le plexus neurologique lombaire qui passe ici latéralement au niveau du muscle psoas, qui est le muscle qui est juste ici en avant, et qu'on doit éviter. C'est pour ça que quand on fait ce genre d'abord, on utilise du neuromonitoring où on fait une stimulation des nerfs au niveau du muscle psoas pour être sûr que notre abord ne passe pas directement dans ces nerfs pour préserver ces nerfs. Bruno. Alors, en général, on fait toujours un abord par la gauche. Simplement pourquoi? Parce que en fait, il faut imaginer que quand tu ouvres ici, là, on a une structure qui descend très bas, qu'on voit ici. C'est quoi? Le foie. Donc le foie, en fait, à droite, va nous empêcher de passer de manière satisfaisante ici. Alors éventuellement, au niveau L4 et L5, on peut passer des deux côtés, parce qu'en général, le foie descend pas aussi bas que ici. Mais en tout cas, les niveaux en général L2, L3, L3, L4, c'est souvent le foie nous empêche, c'est même dangereux de passer par la droite. Donc on passe toujours par la gauche parce que justement on a le foie à droite. L'abord que vous avez peut-être déjà vu, c'est celui-là. Hein. Donc c'est cet abord en décubitus latéral, donc décubitus latéral droite avec un abord par la gauche, où en général on fait une cassure de la table d'opération. Pourquoi on fait une cassure? Ben simplement pour ouvrir ça. Parce qu'il faut imaginer que le segment ici entre les côtes qui sont là, la crête iliaque qui est là ça va, vous avez un grand passage. Mais souvent, vous pouvez avoir des crêtes iliaques qui viennent assez haut, vous pouvez avoir des côtes qui viennent assez bas. Du coup, le passage au niveau de la peau qu'on peut faire pour accéder à ces différents endroits est assez compliqué. Donc le fait de casser la table va permettre d'ouvrir en fait ce passage entre les côtes et la crête iliaque. Et c'est pour ça que souvent on demande de casser la table, c'est pour nous permettre d'ouvrir le passage pour accéder à plus de niveaux, ou en tout cas pour nous permettre d'avoir un passage beaucoup plus important. La contrariété de casser la table, c'est qu'on va mettre sous tension ça, c'est-à-dire qu'on va mettre sous tension le plexus neurologique. C'est pour ça qu'en général, on essaie de se dépêcher et qu'on fait du neuromonitoring pour essayer de voir qu'on est sûr qu'on n'est pas en étirement du plexus, parce que le fait de casser la table, bah, il faut imaginer que si vous avez le muscle psoas avec les nerfs qui sont comme ça, bah, ça va. Puis si vous faites ça, bah, les nerfs vont être pliés, étirés, et ils vont pas aimer la compression que vous pouvez leur faire. Donc, c'est comme toutes les choses, on doit avoir le pour de pouvoir avoir un accès plus important et le contre de devoir étirer le plexus neurologique. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire le minimum de cassure de table, mais le mieux qu'on peut pour passer. Donc là, ça peut aussi se faire par des techniques minimales invasives, hein, avec un tube qui se met directement sur le disque pour enlever le disque par abord latéral, hein, donc vous voyez ici, pour aller enlever ça. Après, on met une grosse cage à l'intérieur du disque pour remplacer le disque. Là, ça c'est typiquement un abord minimal invasif par un petit trou comme ça où on met typiquement l'écarteur sur le disque, on met une cage à l'intérieur et puis une fois qu'on a mis la cage à l'intérieur, ben on fait une fixation par l'abord postérieur pour fixer le tout.
Encore les fractures ostéoporotiques. Pourquoi je vais en parler? Parce que je pense que vous voyez assez souvent passer ce concept de cimentoplastie, vertébroplastie, kyphoplastie. Et puis ça, c'est des choses qui peuvent être aussi assez floues peut-être pour vous, de savoir qu'est-ce qui est kypho, qu'est-ce qui est stentoplastie, vertébroplastie. Donc, bon, il y a une classification pour les fractures ostéoporotiques. Là encore, le traitement, il est très controversé pour les fractures ostéoporotiques. Il y a une grande étude qui a été faite, qui a montré quoi? Qui a montré en gros que les vertébroplasties, ça servait à rien. C'est-à-dire que pour les fractures ostéoporotiques, le fait de faire une vertébroplastie, donc qu'est-ce que c'est une vertébroplastie? Une vertébroplastie, c'est simplement de mettre du ciment dans la vertèbre. C'est-à-dire que vous allez injecter de manière très aléatoire par une canule du ciment à l'intérieur de la vertèbre pour consolider la fracture, et c'est tout. Donc ça, c'est une vertébroplastie. Ça a été prouvé que pour les fractures ostéoporotiques, par rapport à ne rien faire, il n'y avait pas de grosse différence sur le plan de l'amélioration symptomatologique de la douleur qu'on peut en avoir. Donc c'est pour ça que maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est les kyphoplasties. La kyphoplastie, elle a montré que clairement il y avait une indication et une amélioration par rapport aux fractures ostéoporotiques. Qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que la kyphoplastie, vous avez une fracture qui est cassée, une vertèbre qui est cassée comme ça. Donc elle est comme ça de biais. Le fait de faire une kyphoplastie, c'est de mettre un ballon à l'intérieur. Le ballon, on va le gonfler à l'intérieur pour regonfler la vertèbre, de redonner la hauteur à la vertèbre. Et c'est seulement après qu'on ait redonné la hauteur à la vertèbre qu'on va mettre du ciment à l'intérieur. Et ça, par rapport à la cimentoplastie où on met uniquement du ciment dans une vertèbre comme ça, on va pas redresser la colonne. C'est-à-dire qu'on va pas redonner la hauteur à la vertèbre. Et il semblerait qu'effectivement le fait de redonner la hauteur à la vertèbre avec le ballon, en plus du ciment qui va bien sûr consolider la fracture, amène une nette amélioration par rapport à une vertébroplastie. C'est pour ça qu'on fait maintenant quasiment plus que des kyphoplasties, si bien sûr la fracture s'y prête. Parce que c'est clair qu'il faut que la fracture soit relativement fraîche, c'est-à-dire qu'il faut que les fractures soient en général aux alentours de 8 semaines, au maximum 8 semaines, pour pouvoir les traiter, réussir à essayer de redresser un peu la colonne. C'est clair que si on attend 4-5 mois, la vertèbre va être consolidée et on n'arrivera pas à gonfler un ballon à l'intérieur. Donc c'est pour ça que des fois on est dans des cas où on se met à faire juste une vertébroplastie parce que vu qu'on est là, on met un peu de ciment. Mais je veux dire, on n'arrive pas, on essaye avec un ballon, puis si les vertèbres la fracture est trop ancienne, on n'arrive pas à redresser la vertèbre. Donc typiquement, là, on a mis du ciment dans la vertèbre. C'est une fracture qui a été encore fixée en plus. Voilà. Donc voilà, moi je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense que ce qui est important, c'est que vous puissiez poser vos questions par rapport à des installations de patients, des concepts que peut-être ne sont pas très clairs en chirurgie de la colonne. Anne? Les stents, c'est un peu le même concept que ça, que la kyphoplastie. La seule chose du stent, c'est qu'en fait le ballon, en fait, on le dégonfle puis après on met le ciment. Donc il semblerait que il y a une légère avec le temps, la vertèbre se récrase un tout petit peu. Le stent, il va rester en place, puis on va mettre du ciment à l'intérieur du stent. Donc ça fait une armature en fait au niveau de la vertèbre et ça maintient peut-être un tout petit peu plus la conformation de la vertèbre qu'un ballon. Mais une contrepartie, c'est que le stent va mettre quand même beaucoup de pression pour gonfler le stent. Ça va quand même mettre beaucoup de pression au niveau des segments supérieurs et inférieurs. Parce qu'en fait, le grand risque de faire ça chez quelqu'un qui a une fracture ostéoporotique, c'est-à-dire sur une faiblesse de l'os, c'est que le reste de l'os, il est aussi fragile. Donc en fait, le problème, c'est que souvent, on fait ça chez une personne âgée qui a une fracture. Et puis un mois après, on refait en dessus ou en dessous parce que ça a cassé en dessus ou en dessous. Et le fait de faire un geste comme ça va mettre beaucoup plus de tension sur les vertèbres en dessus et en dessous, et ça peut augmenter le risque de fracture spontanée aussi en dessus et en dessous. Ok, donc des fois le ballon est moins agressif que le stent, donc des fois il faut peser le pour et le contre. Oui. Pourquoi ça saigne plus?
Parce que souvent, il y a une pression abdominale qui se fait quand les patients sont sur le ventre, ce qui fait que ça gonfle. Tout le plexus, il y a un plexus, un veineux autour du sac où il y a les nerfs. Ce qui fait que quand on met une pression abdominale, ça gonfle toutes les veines postérieures. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'on est obligé d'opérer comme ça. Mais c'est vrai que souvent, ça augmente le risque de saignement. C'est typiquement pour ça que des fois, on demande de pas ouvrir le redon tant que les gens sont pas en décubitus dorsal. Parce qu'on sait que si on ouvre le redon quand les gens sont encore en décubitus ventral sur le ventre et l'abdomen, le saignement va continuer à se faire, donc il risque d'y avoir beaucoup de saignement dans le redon. Donc en général, on attend qu'il soit retourné pour qu'il y ait de nouveau cette compression qui se fait au niveau des plexus. Le matériel utilisé, je pense que vous pouvez créer les deux. Ouais, pas de souci. Merci. C'est pas trop long. Alors moi, ça fait une semaine que j'entends que je dois pas faire trop long. Ah oui, c'est pour ça que tu as écourté. Ah, c'est ça, tu vois. Ah, je comprends mieux maintenant. Je vous laisse aller voir le stand là-bas. Non, mais on voulait aussi qu'ils aient le temps de pouvoir un peu aller manipuler les choses aussi. Oui, c'est très sympa. Ouais.